Nous continuons notre cycle de conférences. Alors, on reste sur la même thématique du recrutement. Donc, on a bien vu que recruter, c'était un défi dans cette période de pénurie de talents. Alors, on dit toujours comment l'entreprise peut-elle trouver son candidat, mais comment le candidat peut-il aussi trouver la PME qui l'intéresse? Donc, comment la PME peut-elle se rendre visible et attractive? Et ensuite, comment retenir le collaborateur? Donc, la formation peut être un moyen de le motiver et de le valoriser. Et on va voir quels sont les leviers financiers qui permettent de former davantage à moindre coût. Pour cela, je vais inviter deux personnes de Layton. Donc Hervé Destampes, créateur de Graduate, cabinet de conseil en stratégie sur le thème de la formation, ainsi que David Brücklen, qui est professeur associé à l'Université de Strasbourg, directeur du recrutement de Layton France, fondateur de Science Me Up et cabinet de chasse de cadres. Merci de votre attention. Ça marche. Vous avez la zapette ici. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être venus prendre un peu de votre temps pour assister à cette intervention. Alors, vous n'êtes peut-être pas convaincus, mais nous vivons une époque formidable. Pour 5 raisons. La première, ce qui est assez rare dans notre histoire économique, nous sommes dans une situation de plein emploi. C'est rare. Pour des gens de ma génération, vous voyez, c'est rare. Et avec tous les désagréments, malheureusement, que ça induit, c'est-à-dire qu'il n'est pas une seule entreprise qui ait réussi à recruter au niveau où on le souhaite recruter. Et donc, pendant longtemps, on a parlé de métiers en tension, mais je pense que tous les métiers sont en tension, pas uniquement dans l'IT ou dans l'hôtellerie-restauration. Essayez de trouver un comptable, un gestionnaire de paye ou même un médecin dans la Creuse, vous verrez que c'est compliqué. Premier élément. Deuxième élément, on le sait un peu plus fort depuis quelques temps, on va rester plus longtemps au travail et donc il va falloir former des seniors, donc avoir une formation à 50, à 55 ans. Ça va peut-être être moins incongru qu'aujourd'hui et donc c'est un élément très important. Le troisième point introductif, c'est qu'on vient de comprendre que pour réduire les émissions de CO2, il ne fallait pas mettre un moteur électrique à la place d'un moteur thermique, mais qu'il fallait reconsidérer tout un ensemble, toute une chaîne de valeur autour de se déplacer. Et donc ça veut dire que dans les 15 ans qui viennent, on va changer tous nos process, on va y avoir des compétences qui vont se périmer, des compétences nouvelles qui vont apparaître, et on est dans un moment de transformation qu'on n'a peut-être pas connu depuis une centaine d'années. Le quatrième point, c'est que paradoxalement, jamais l'école, l'université, les écoles supérieures n'ont semblé aussi démunies pour répondre aux besoins de l'entreprise. Si vous avez des enfants à l'école, vous avez déjà touché du doigt le problème, mais comment expliquer à l'heure où le numérique s'est déployé à la vitesse à laquelle il s'est déployé, qu'il faille toujours 5 ans pour avoir le temps pour avoir un Master 2 en RH? C'est pas possible, c'est pas possible. On doit pouvoir aller plus vite. L'entreprise a besoin plus vite de ses ressources. Et le dernier élément, qui est le cinquième élément, certains y verront une référence avec la filmographie de Luc Besson, mais ce n'est pas l'être parfait, mais c'est la loi de 2018, la loi Avenir professionnel, qui est une loi qui, en France, a considérablement changé tout le paysage de la formation professionnelle. Et donc, beaucoup de gens n'ont pas compris cette loi et estiment qu'ils l'ont totalement démunie, alors que paradoxalement, cette loi est faite pour renforcer des leviers pour les entreprises et leur donner davantage de capacité à trouver des financements et à se déployer. Donc, l'équation qui est aujourd'hui, celle dont on va parler dans les minutes qui viennent, c'est comment est-ce qu'on fait pour créer un plan de solutions compétences qui soit efficient et qu'on puisse le financer. Parce que ça, c'est un deuxième sujet qui ne peut pas se lire sans le premier. Il faut que les deux soient liés, sinon, c'est hors de prix, ça ne marche pas. Alors, par rapport à la situation actuelle, il y a 5 types d'entreprises dans ma classification. Alors, je dirais sur le chiffre 5, mais enfin, bon, c'est aujourd'hui, c'est le chiffre 5. La première catégorie, c'est ce que j'appelle l'entreprise sidérée.
C'est-à-dire que c'est une entreprise à qui on a dit « Bonne nouvelle, avant vous aviez un plan de formation, maintenant vous avez un plan de développement des compétences, c'est vachement mieux, c'est plus moderne. » Alors on dit « Ah ouais, c'est vrai, c'est super. » Sauf que la mauvaise nouvelle, c'est qu'on ne va plus vous filer un rond. Donc vous n'aurez plus un sou pour le financer. Ah ben, ça, ce n'est pas une bonne nouvelle. Alors si vous êtes moins de 50, vous aurez peut-être, entre 1 000 et 2 000 euros pour votre entreprise pour l'année. Mais vous voyez, ce n'est pas grand-chose. Donc dans ces entreprises-là, on a arrêté de former et on ne fait que le minimum. C'est-à-dire qu'on fait le réglementaire, donc une habilitation électrique, un CACES, un FIMO, selon les secteurs. Premier niveau. Deuxième niveau d'entreprise, c'est l'entreprise résiliente. L'entreprise, là, elle a compris qu'il fallait former, mais donc, elle ouvre son portefeuille. Et donc, elle finance la formation sur ses fonds propres, sur son budget propre. Alors, la bonne nouvelle, c'est que ces 2 dernières années, elle a fait du FNE, cette entreprise-là. Vous voyez, c'est un instrument qu'on a inventé. Certaines en ont fait avec plaisir, d'autres sont ce qu'on appelle les grands brûlés du FNE, c'est-à-dire qu'on fait beaucoup de dossiers, on leur a promis des 100 et des 1000, mais comme ils n'ont jamais réussi administrativement à justifier que c'était un tel et pas un tel, c'était pas la telle date, c'était pas tel moment, mais ils n'ont pas vu le quart des sommes qu'ils devaient avoir. Mais enfin bon, il y a eu ce FNE, mais sauf qu'en 2023, il n'y en a plus. Donc on ne peut plus financer ça. La troisième catégorie d'entreprise, c'est, après la sidérée, après la résiliente, c'est l'entreprise en éveil. Donc l'entreprise, là, elle a compris un truc, c'est l'apprentissage. L'apprentissage, ça marche. On voit bien comment on peut se réorganiser, on voit bien les aides qu'on peut avoir, et ça, c'est bien. Donc on fait beaucoup d'apprentissage. Parfois même, dans ces entreprises, on a créé un organisme de formation interne. Très souvent, on ne sait pas pourquoi on l'a fait et on ne sait pas à quoi ça sert. Vous voyez, parce que souvent on se dit tiens, on a fait ça à 3 ans, mais c'est Madame Untel qui a fait ça depuis elle est partie, on ne sait pas. Et tout le monde dit mais ça rapporte de l'argent, et tout le monde dit ben non, donc on ne sait pas. Bon, bref. Mais quand même, on se dit qu'il y a quelque chose, quoi. Vous voyez, on se dit qu'il y a quelque chose. La quatrième catégorie, c'est l'entreprise en action. Alors elle a compris. Elle a compris l'apprentissage. Elle a compris l'histoire de l'OF interne. C'est-à-dire que ça ne servait à rien si on ne faisait pas un truc qui s'appelle Calliope. Donc c'est une certification qualité, vous voyez, qui permet de pouvoir, là pour le coup, trouver des leviers de financement bien supérieurs. Donc se faire rembourser des tas de formations qu'auparavant on ne se faisait pas rembourser parce que justement là on est OF Calliope, on peut le faire passer là-dessus. Donc là l'entreprise a dit ça y est, c'est bon, j'ai compris. Cette entreprise-là elle a aussi compris d'autres leviers. Par exemple, après le recrutement, il y a toute une flopée de contrats de professionnalisation, contrats professionnalisation tout court, certifiant, qualifiant, contrat pro expérimental. Dans le qualifiant, il y a 2 typologies, il y a des prises en charge un peu différentes selon les OPCO et selon les niveaux. Bref, l'entreprise a compris à peu près ça, elle mobilise ces outils-là, elle fait aussi de la Pro A pour ses cadres. Bref, elle a à peu près compris, mais on n'est pas encore au top. Et enfin, il y a ce que j'appelle l'entreprise en démonstration, qui là pour le coup maîtrise tous les éléments qui sont à disposition. Dans ces entreprises-là, on a l'OF, on est Calliope, on a même créé un CFA, un centre de formation des apprentis, on forme soi-même ses apprentis. On a compris tout l'intérêt qu'il y avait pour optimiser cet axe d'apprentissage, et on a tous les leviers, on a disposé de tous les leviers. On a même réussi à co-brander des diplômes avec l'université ou la grande école du coin. Et parfois même, on a déposé son propre diplôme au RNCP. Et donc, on est soi-même certificateur de son propre diplôme. Donc, vous voyez, on a tout ce paysage d'entreprise. Et donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les CFA, les organismes de formation, tous ces leviers-là, ce n'est pas l'apanage des grands groupes. Nous, on travaille avec des entreprises de moins de 10 personnes pour lesquelles on crée un organisme de formation, et pour lesquels on mobilise des contrats de professionnalisation, pour lesquels on a, dans une entreprise de 5 personnes, on a 10 apprentis, voyez, et on arrive à mobiliser ces financements-là. Donc, parce qu'on n'a que 10 minutes, donc pour vous donner quelques conseils et quelques réflexions que vous devez garder en tête. Il faut être très vigilant sur 3-4 sujets. Le premier, c'est l'apprentissage. Beaucoup d'entreprises font de l'apprentissage, mais ne sont pas optimisées. Je vous donne l'exemple d'entreprises de plus de 250 salariés qui ne bénéficient pas de l'aide de l'État, qui était de 8 000 € l'an dernier, 6 000 € cette année, parce qu'elles estiment qu'elles ne remplissent pas les conditions.
parce qu'elles estiment qu'il faut avoir 5% d'apprentis. Alors qu'il y a plein d'autres... on n'est pas obligé de remplir cette condition-là pour bénéficier de l'aide. De la même manière, beaucoup d'entreprises payent beaucoup de reste à charge dans la formation apprentissage. C'est un peu technique, mais quand vous prenez un apprenti, l'OPCO paye la scolarité. Donc ce n'est pas vous qui payez la scolarité, sauf qu'il y a un barème de prise en charge et que normalement et fréquemment, le commercial de l'école vous dit c'est 8 000 € la formation. Vous dites c'est pas grave, sauf que c'est pris en charge à hauteur de 6 000 €, il vous reste 2 000 € de reste à charge. Donc soyez vigilants sur l'optimisation de l'apprentissage. Premier point. Deuxième point, considérez que pour la population de vos nouveaux entrants, quels qu'ils soient, il existe beaucoup de leviers de financement. Beaucoup de leviers de financement. Et que donc, on a beaucoup de DRH qui nous disent on ne sait pas, on a plein de parcours de onboarding, on fait plein de trucs, on a des formations à distance, on a fait plein de choses, mais on n'arrive pas à les valoriser et l'OPCO, l'État nous donne 0. Donc considérez qu'il y a beaucoup de leviers pour ça. L'autre point que je voulais vous indiquer, c'est une réforme qui est en cours en ce moment, qui s'appelle la VAE, la réforme de la VAE, la validation des acquis de l'expérience. Les textes ont changé en fin d'année dernière. Et là, il y a une expérimentation au cours du contrat pro VAE. Et donc, désormais, la VAE, il y aura la VAE traditionnelle, mais il va y avoir ce qu'on appelle la VAE inversée. C'est-à-dire que vous arrivez, vous êtes jeune, vous avez 20 ans. Normalement, vous n'avez aucun acquis d'expérience. Mais on va considérer l'expérience que vous allez acquérir pendant les mois qui vont venir. Et donc ça va être un levier pour prolonger ce qui déjà existe aujourd'hui, c'est-à-dire la reconnaissance des heures de formation qui sont faites en situation de travail et que les entreprises n'arrivent pas à valoriser aujourd'hui. Donc, on est dans un moment de l'histoire où il y a énormément de leviers. En fonction de votre taille, des choses sont pertinentes ou pas, mais pour toutes les entreprises, que vous soyez 5 personnes ou 5 000 personnes ou 20 000 personnes ou plus, on peut mobiliser des outils et on peut arriver à être créatif sur la formation. Quand je dis créatif sur la formation, c'est que fut un temps, la formation, c'était je suis dans une salle, je remplis une feuille de présence à midi et une feuille de présence à 17h. Ça, c'est terminé. Maintenant, on fait des formations en numérique, dans des salles en présentiel, mais également beaucoup en situation de travail. Et tout ça est valorisé globalement et on obtient des remboursements et des prises en charge qu'on n'avait pas préalablement. Donc, ça veut dire qu'on peut aménager sa pédagogie, on peut avoir des choses très colorisées dans votre entreprise qui correspondent vraiment à 100% de vos besoins. Et donc, le message que je voulais vous faire passer, c'était ne pensez pas que vous êtes démunis, mais que considérez au contraire qu'il y a beaucoup de leviers et qu'il faut absolument les maîtriser parce qu'ils sont particulièrement intéressants en termes financiers. Voilà, mesdames, messieurs, ce que je voulais vous dire dans les 10 minutes qui m'étaient imparties. Normalement, il y a 5 minutes de questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'y répondrai avec grand plaisir. En tout cas, j'espère. Merci. Je ne sais pas si vous avez des questions ou si vous préférez les poser après l'intervention de David. Est-ce que vous... Après ? Bonjour à tous. Vous m'entendez ? Oui. Donc je m'appelle David Bruchelaine. Je suis le fondateur de Science Me Up, qui est un cabinet de recrutement de cadres. Et je fais partie du groupe Layton depuis 4 ans. On voulait vous parler de financement aujourd'hui pour améliorer vos recrutements, vos intégrations. Ça paraît rigolo de parler de financement quand en fait les gens ne sont pas là. Donc on voulait aussi vous parler forcément d'attraction de talent, de turnover. Le turnover, c'est un mot un peu galvaudé. Le turnover en soi, c'est l'indicateur de la vitalité d'une entreprise. Au final, un turnover très élevé, ça peut dire une entreprise qui est en très forte croissance. Ce n'est pas forcément quelque chose de négatif. C'est très négatif si effectivement c'est beaucoup de départs. En fait, c'est la somme des allées et des venues par rapport à la masse salariale que vous avez. Mais aujourd'hui, on parle de pénurie de talent. On parle de pénurie de talent, pourquoi ? Parce qu'effectivement, on a un marché de l'emploi où on a très peu de chômeurs, très peu de mouvements, ou alors des mouvements qui sont décidés. Et là, par chance, on a aussi d'autres pays qui ont déjà été dans cette situation-là. Le Canada, par exemple,
qui est dans une pénurie de talents depuis plus de 10 ans, qui va l'être encore au moins pendant une vingtaine d'années. Vous le voyez si ça vous intéresse, puisqu'ils font des programmes d'attractivité de talent au niveau international. Comment est-ce qu'on fait globalement pour, quand on est PME, se battre contre des grands groupes, se battre contre des plans qui sont plus intéressants à côté, se battre contre une localisation potentiellement qui est plus intéressante dans une grande ville? En fait, on a plusieurs leviers. Le premier, toujours, quand on parle de recrutement, c'est de ne pas parler de recrutement, c'est de parler de fidélisation. C'est le premier point. Parce qu'en fait, quand on parle de recrutement, est-ce que c'est de la création de postes, parce que l'entreprise est en croissance, ou est-ce que malheureusement, on n'est pas arrivé à garder quelqu'un? Le pas arriver à garder quelqu'un, aujourd'hui, c'est un vrai problème. Le vrai problème là-dessus, c'est très souvent, j'ai envie d'évoluer. J'ai envie d'évoluer, je veux changer de poste. Hervé vous a parlé avant de formations internes à l'entreprise qu'on peut prendre en charge. Il y a un des premiers leviers qui est là, c'est de faire évoluer ses propres collaborateurs. Ça évite globalement de payer un turnover négatif parce que j'ai perdu quelqu'un de l'interne. Ça, c'est le premier point. On essaye au plus possible de garder les gens qui nous intéressent, on s'entend, et de les faire évoluer en interne. Si vous avez une taille qui vous permet une agilité beaucoup plus forte qu'un grand groupe, profitez-en. Ça, c'est le premier point. Le développement de la marque employeur. Le deuxième point que je voulais vous évoquer, c'est est-ce que vous avez des problématiques de recrutement? Peut-être, très probablement. C'est un grand dame aujourd'hui. Est-ce que vous vous êtes déjà mis dans la posture d'un candidat qui devrait pouvoir postuler chez vous? Faites l'expérience dans l'autre sens. Essayez de trouver votre entreprise. Essayez de voir où sont postées vos annonces. Essayez de voir, touristiquement parlant, quels sont les avis qui concernent votre entreprise. Est-ce que vous êtes déjà allé sur Glassdoor concernant votre entreprise? Est-ce que vous avez déjà pris du recul par rapport à l'image qu'elle dégage? Il y a ce qu'on fait nous en RH en interne et il y a ce qui est communiqué à l'extérieur. Est-ce que c'est intéressant de venir travailler chez moi? Ça, c'est un des grands sujets. Le but n'est pas de chercher les candidats, mais de faciliter l'accès du candidat à mon entreprise. Le troisième point, et parce qu'on parle de course au talent, c'est de faciliter le processus de candidature. Le rendre le plus simple, le plus ergonomique possible. Il y a des outils très peu coûteux qui existent, qu'on appelle des ATS, qui sont des Applicant Tracking Systems. C'est un logiciel de gestion de candidature. Ce n'est pas des investissements très lourds, mais qui vont vous permettre de sortir globalement de la gestion des candidatures sur des fiches Excel qui vont être partagées potentiellement sur un serveur. Le quatrième point, et c'est un des points stratégiques et peut-être même réglementaires qui va arriver, c'est l'obligation de diversifier ses sources de talent aujourd'hui. On en a parlé, c'est quelque chose qui n'est pas passé, mais on a parlé pendant longtemps d'un index senior. Ce n'est pas parce que ce n'est pas passé il y a quelques jours que ça ne passera pas l'année prochaine. La crainte même qu'on pourrait avoir, c'est qu'un index qui était plutôt un indicateur pourrait devenir quelque chose de punitif, qui déclencherait des amendes. La réforme des retraites aujourd'hui est passée. On va avoir forcément des travaux, nous RH, pour pouvoir inclure plus de seniors dans nos entreprises. C'est donc une source d'acquisition de talents complètement inexploitée en France. Forcément, 2 seniors sur 3 sont au chômage avant de partir en retraite. C'est un vivier de talent fantastique. Un vivier de talent fantastique qui accepte encore de se former d'ailleurs. Sans aucun morceau, je vous fausse vérité, vous pouvez aller voir l'équipe de Science Me Up. 70% de l'équipe de mon entreprise, ce sont des seniors. Parce que j'ai la chance de pouvoir les avoir chez moi, même s'ils finissent leur carrière. En tout cas, c'est un avantage exceptionnel de pouvoir récupérer cette expérience-là. On vient de le voir avec Hervé, on peut embaucher des gens totalement inexpérimentés et les former. Puisque c'est subventionné aujourd'hui, et c'est des subventions qui ne sont pas dédiées simplement aux grands groupes. Et enfin, le dernier point qui va combiner tout ça, et au final qui rejoint les propos que vous avez eus juste avant, c'est d'investir dans la formation. D'investir absolument là-dedans, d'une, pour fidéliser vos collaborateurs, pour avoir une marque employeur qui dit aujourd'hui, on est dans une entreprise où chez nous, on peut vous construire un parcours de carrière. Même si vous avez décidé de partir. Et digitaliser au plus possible parce que c'est la caution de l'accélération du processus de recrutement. Pour vous donner une idée, aujourd'hui, un processus de recrutement, il faudrait qu'il soit clos en 2 semaines. Ça, c'est l'attente des candidats aujourd'hui.
Et c'est pas fou de vous dire qu'aujourd'hui, normalement, dans votre entreprise, un recrutement lambda prend 6 semaines. Parce qu'on rencontre, on préqualifie, puis il y a un premier rendez-vous, il y en a un deuxième, potentiellement il y en a un troisième, et ça prend 6. C'est trop long. C'est beaucoup trop long. Plus personne n'accepte ça aujourd'hui au recrutement. On embauche des profils inexpérimentés. Ce n'est pas non plus ces profils-là qui vont vous désorganiser malheureusement une pyramide salariale, puisque vous allez les former. Donc, c'est des personnes qui découvrent votre entreprise. Et si par chance ils en tombent amoureux, ils y resteront pendant longtemps. Voilà. Donc du coup, investissez dans la formation, puisque c'est aussi un des leviers pour faire entrer aujourd'hui une diversification de talents au sein de votre entreprise.